vidéo, c'est bon pour vous? C'est bon pour tout le monde? Alors on est parti. Oui, ça me paraît essentiel avant de commencer à lire ce texte qui est plein de noms en anglais, de noms anglais et de noms en anglais, de préciser que je parle l'anglais avec l'accent de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine, d'où je viens. Voilà, maintenant je commence. Un jour où je parcourais avec mes parents la grande rue de Santa Barbara, je vis dans une vitrine une affiche annonçant un spectacle de danse par Miss Ruth Saint-Denis. C'était en 1911, je crois. Et Miss Ruth, comme je devais l'appeler par la suite, venait de donner à San Francisco une série de représentations qui avait eu beaucoup de succès. Elle était en tournée sur toute la côte de Californie et devait se produire peu de temps après à Los Angeles. L'affiche montrait une femme à la longue chevelure blanche, vêtue d'un costume d'inspiration orientale. Cette image retint mon regard et mon imagination. Elle allait même devenir une obsession. Mes parents continuaient à marcher vers la plage, mais je les rappelais pour leur montrer l'affiche. Je les suppliais de m'emmener à Los Angeles et au bout d'un moment, mon père céda, bien que ma mère n'ait jamais aimé cette ville. Elle n'a jamais voulu y avoir affaire. Le jour venu du spectacle de danse, mon père et moi partîmes pour Los Angeles. Nous ne prîmes ni l'automobile, ni la voiture à chevaux, mais voyageâmes sur un ferry qui s'arrêtait à tous les petits ports le long de la côte avant d'arriver à la grande ville où nous nous rendions. Pour aller au théâtre, le Mason Opera House, je portais une robe sombre et un chapeau que mon père m'avait acheté. Le modèle et le style en auraient mieux convenu à une matrone de 50 ans, mais tel était son choix. Dans cette tenue trop âgée pour moi, je me croyais vêtue avec une grande élégance. Mon père épingla au corsage de ma robe grise un bouquet de violettes, et ce soir-là, mon destin fut scellé. Le rideau se leva, le public se tut, le programme de Miss Ruth comprenait ses solos réputés. Les Cobras, Rada et la Bayadère. Il y avait aussi sa fameuse danse intitulée Égypta. Je m'épris de Ruth Saint-Denis. Non seulement je la trouvais exotique, mais je me rends compte aujourd'hui, elle faisait à mes yeux figure de déesse. Je sus dès cet instant que je deviendrais danseuse. J'appris qu'elle était née dans une ferme du New Jersey et que lorsqu'elle était enfant, elle vendait du cresson de fontaine qu'elle ramassait elle-même à un endroit nommé Pin Oaks. L'argent ainsi gagné avait permis à sa mère de la soutenir dans sa vocation au long des multiples voyages et auditions qu'elle eut à affronter à New York. Je décidai sur le champ de devenir danseuse et apprenant qu'elle avait une école, je résolus de m'y faire admettre. Mais je n'avais pas fini mes études au lycée de Santa Barbara. Contrairement à ce qu'on a raconté sur moi et mon éducation, mes parents ne se sont pas opposés à mon désir de devenir danseuse. Ils n'ont jamais dit « Non, tu ne seras pas danseuse ». Ils ne m'ont jamais freinée. J'ai pu faire ce que je voulais. Il se trouve que j'avais cette vocation, ce désir d'être belle et sauvage comme une créature d'un autre monde. En ce sens, j'ai toujours été moi-même. Quand j'étais sauvage, j'étais sauvage. Plus tard, quand je suis devenue une dame, j'ai essayé de me conduire en dame. Dans chaque rôle que j'ai interprété, j'ai tenté de jouer la part qui me paraissait la plus sauvage. Ce n'était pas comme si j'avais violé une règle familiale en dansant. J'avais l'habitude de me promener pieds nus et de m'asseoir près de ma mère sur la véranda. Elle était très excitée par mon désir de devenir danseuse et elle aimait regarder mes pieds nus. Peu de temps après, dans le train de Santa Barbara, je rencontrai le pasteur presbytérien. Venant s'asseoir près de moi, il me dit « J'espère que vous avez l'intention de devenir institutrice. Vous êtes si merveilleuse. »« Oh non, répondis-je, je vais devenir danseuse. » Il se leva, me tourna le dos et s'en alla. Et ce fut tout, il ne m'a plus jamais adressé la parole. Au lycée, j'étudiais la littérature anglaise. Un jour, sans crier gare, M. Olney, le directeur,
vint nous faire le cours d'anglais. Nous lisions en silence, chacun pour soi, quand tout à coup, M. Aulnay annonça qu'il allait appeler Martha Graham afin qu'elle vienne lire à la classe intégrale des idylles du roi de Lord Alfred Tennyson. L'intégrale des idylles! J'en étais stupéfaite. Je pris place devant la classe et entrepris de lire à haute voix l'histoire héroïque du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Il faut se rappeler que la première partie de ce poème avait été publiée 35 ans seulement avant ma naissance. L'œuvre commence par la dédicace du poète au prince Albert, qui était un grand admirateur des idylles, mais mourut 1 an avant leur première parution. Je lus donc. Ce récit m'envoûta, et toute la classe avec moi, et M. Aulnay aussi, j'ose le dire. D'une certaine manière, je m'étais identifiée aux idylles. Je m'étais laissée absorber, mais non dévorer. C'était un conte, j'étais le conteur. À la fête du lycée cette année-là, nous jouâmes Prunella de Laurence Haussmann et Granville Barker. J'étais Privacy, la tante timide mais aimante. De Olive and Gold reproduisit l'article que voici, paru le 6 avril 1913 dans le Morning Press. Le rôle de Privacy, la tante qui reste dans le jardin abandonné pour y attendre le retour de Prunella, était très bien interprété. La voix de Miss Martha Graham convenait exactement au personnage et elle a pris bien soin de ne pas exagérer son jeu au moment où Privacy s'aperçoit que l'homme qui lui a acheté sa maison est celui-là même qui a séduit Prunella. La sincérité et l'art de la mesure ont caractérisé chaque instant l'admirable performance de Miss Graham. Avec le recul, je me rends compte aujourd'hui combien j'ai dû me sentir malheureuse. Tout à coup, notre univers bascula. Mon père mourut alors qu'il était auprès de nous en Californie. Ce fut la grande tragédie de mon adolescence, de mon enfance. Quelques années après sa mort, nous nous retrouvâmes sans ressources. Ma mère dut emménager dans une maison plus petite et prendre des pensionnaires. Ce furent des temps amers. Dès l'instant de la mort de mon père, le médecin qui était copropriétaire de son ranch de Montecito l'avait vendu à un autre aigrefin. Il avait empoché tout l'argent sans rien nous laisser. 5 ans après être allé avec mon père voir Ruth Senney, je me présentais à Los Angeles pour mes premiers cours d'été. J'avais déjà suivi, après le lycée, quelques cours à la Cummock School of Expression, où l'on enseignait la littérature, l'art et le théâtre, mais ça n'avait rien de commun avec Dennis Shaw. À 10 minutes environ du cœur du quartier des affaires de Los Angeles, l'école Dennis Shaw en était isolée, au sommet d'une colline entourée de grands eucalyptus odorants. J'ai conservé le programme de ma première session d'été, la deuxième de l'école. Ce qu'il y a d'exceptionnel dans l'enseignement de l'école de Nishon, disait la brochure, c'est que la danse y est travaillée comme un produit fini, comprenant musique orchestrale, costumes, éclairage, accessoires et mise en scène. Je fus d'abord introduite dans une pièce entièrement tapissée de grands rideaux verts. Un homme imposant était assis au piano. Il fumait un cigare et ne m'adressa pas la parole. J'attendis et soudain Ruth Senney apparut. « Dansez pour moi », me dit-elle. Miss Senney, répondis-je, je n'ai encore jamais dansé, je n'ai aucune idée. Vous devez bien pouvoir trouver quelque chose à faire, insista-t-elle. Non, rien. Se tournant vers l'homme du piano qu'elle appelait Louis, elle lui demanda de jouer quelque chose, n'importe quoi, une valse. Je ne me souviens pas mesure par mesure de mes réactions à la musique, mais j'ai bougé, je me suis démenée, j'ai dansé. Je ne pense pas qu'elle était très impressionnée par ma performance, et quand Louis s'arrêta de jouer, elle me confia à son mari, Ted Shaw. Parmi les cours figurant au programme de l'école Dennis Shaw, on comptait la gestuelle dramatique, fondée sur le système de François Delsarte, la plastique du mouvement,
étude des lignes du corps et apprentissage de son emploi décoratif, ainsi que des leçons de piano avec Louis Horst, le directeur musical.